Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est hôtesse chez Air France. Oh, et c'était délicieux. Elle embrassait super bien, c'était vraiment délicieux. On marche, direction chez moi. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas encore, en tout cas. Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous les séducteurs, je suis Mike, le dragueur de Paris, alias l'ancien timide devenu séducteur, et bienvenue dans cette nouvelle émission en mode estival. Il fait super chaud, il fait je sais pas combien de degrés dehors, mais là je suis en intérieur au moment où je vous enregistre ce podcast, il doit faire 31 degrés et demi. Donc, pour vous imaginer, je suis en train de vous parler en caleçon. Je n'ai ni pantalon, ni short, ni t-shirt, ni polo, ni quoi que ce soit. Je sors tout juste d'une douche froide et j'espère vous enregistrer la totalité du podcast sans finir en PLS parce que là, franchement, niveau température, c'est un petit peu chaud. Au niveau de l'émission du jour, je vous propose aujourd'hui de vous raconter une histoire de drague qui m'est arrivée durant un hiver, et là c'est une histoire un petit peu inédite que je vais vous raconter parce que c'est une histoire qui ne figure pas dans mon journal de drague, en tout cas pas ceux existants au moment où j'enregistre ce podcast, tout simplement parce que c'est une rencontre que j'avais fait un soir de la Saint-Valentin en boîte de nuit. Elle doit dater de 7 à 8 ans à peu près, et du coup le retour d'expérience de ce podcast parlera plus particulièrement à ceux qui sont débutants ou intermédiaires, puisque à l'époque j'étais à mi-chemin entre le fait d'être débutant intermédiaire, c'est-à-dire j'avais déjà quelques bases, j'ai déjà couché avec quelques filles, mais je devais en être à 4 ou 5, pas plus, à peu près autant de filles embrassées, pas plus d'une dizaine, donc en fait j'étais encore très débutant, et à un moment où je me pensais, je pense que on a tous traversé ça une fois dans sa vie, un moment où on se sent un petit peu invincible, on se sent fort, on sent que les résultats arrivent, on sent qu'on commence à coucher avec des filles sans trop de difficultés, et ben il va y avoir un moment où vous allez rencontrer une fille, un certain type de fille, et malheureusement, parce qu'on est tous humains, vous allez tomber amoureux extrêmement vite, et à partir de là, vous allez subir une descente aux enfers. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, cette rencontre avec Alexia, donc une femme que j'ai rencontrée un soir de la Saint-Valentin, le contexte le plus romantique qui soit, qui a démarré extrêmement bien. Cette fille aurait pu être ma copine, et je pense que si on avait été en couple à l'époque, j'aurais vraiment été heureux avec ce genre de fille parce qu'elle me correspondait totalement. Mais à la place, j'ai fait beaucoup de conneries et j'ai subi une longue descente aux enfers qui m'aura conduit ensuite à, pendant 2 mois, déprimé avant de pouvoir recommencer à draguer. Donc oui, c'est allé assez loin dans la souffrance. Donc accrochez-vous, comme d'habitude, le podcast est divisé en 2 parties. Vous écoutez la première partie ici, donc qui raconte le début et à peu près le milieu sur un point de vue temporel du récit, qui s'arrêtera au moment où démarrera la partie sexe, la partie un petit peu chaude, et à partir de là démarrera la partie 2 qui est accessible uniquement aux abonnés du podcast. Donc vous avez tous les liens en description, sachant que en vous abonnant, vous faites partie du club VIP de Dragueur de Paris, donc vous avez non seulement accès à cette deuxième partie, mais en plus vous avez accès également à ma communauté privée de façon illimitée. Et sans plus de transition, je vous propose d'attaquer tout de suite avec ce récit. Alexia rencontre un soir de la Saint-Valentin. Nous sommes donc un soir de février, je devais avoir 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça, donc ouais 21 ans je crois que j'avais. Je dis ça avec des pincettes parce que je suis pas sûr, c'était 20 ou 21.
Et donc nous sommes un soir de la Saint-Valentin. Et à cette époque, j'étais encore un grand débutant en drague. Autrement dit, je n'avais pas de plan cul. Autrement dit, quand j'avais pris plein de numéros de téléphone, j'avais un ratio de merde. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais tellement inefficace que pour avoir un rendez-vous, fallait au moins que je prenne 4, 5, 6 numéros minimum. Donc j'avais pas un ratio excellent, puisque quand on devient bon en drague, c'est plutôt 1 sur 2 en ratio qu'on peut espérer. Donc là, j'étais au triple de ça. Et en plus, lors de ces dates, ça ne se passait pas forcément hyper bien à chaque fois. Toujours est-il que j'avais un petit peu d'expérience, mais malgré ça, j'étais seul ce soir de la Saint-Valentin. Et fort heureusement, j'avais quand même une bande de potes qui n'étaient pas des dragueurs, je précise. Et à l'époque, donc je sortais avec un groupe de personnes qui étaient un petit peu plus âgées que moi, qui étaient quasiment tous casés, mais leurs copines étaient pas là. Leurs copines, en fait, ils étaient tous dans des relations à distance. C'était des ingénieurs qui venaient de commencer à travailler. Et naturellement, on s'est tous proposé de sortir le soir de la Saint-Valentin. On va pas rester à glander à la maison. Donc du coup démarre une soirée somme toute ordinaire au départ, c'est-à-dire que on va dans un bar, on commence un petit peu à picoler. Et puis ensuite, on va dans une boîte de nuit, donc ça se passe à Aix-en-Provence. C'est vrai que j'ai pas précisé l'endroit, puisque, rappelez-vous, avant d'être à Paris, j'ai habité pendant 9 ans à Aix-en-Provence. Donc c'était à Aix-en-Provence, une boîte de nuit qui s'appelle le Scat Club, qui se trouve dans la rue de la Verrerie, qui est ma boîte préférée de la ville. Donc si vous passez sur Aix, je vous recommande cet endroit, c'est vraiment un endroit excellent. Et donc on est allé en boîte. Et qu'est-ce que j'aime les soirs de la Saint-Valentin en boîte? Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était la première fois que je le faisais, mais qu'est-ce qu'on remarque tout de suite un soir de la Saint-Valentin en boîte de nuit? Ce qui est énorme, c'est que vous n'avez que, en général, des célibataires qui sortent. Parce que tous les couples, un soir de la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'ils font? Tous les couples, ils vont aller au resto, ils vont regarder une série, ils vont aller, dans un spa, ils vont faire des choses comme ça. Ils vont faire des petits trucs de couple, en gros. Mais du coup, les célibataires, ils peuvent pas faire ça. Donc les célibataires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous en boîte de nuit. Et donc en boîte de nuit, vous n'aviez que des nanas célibataires. Aucune nana en couple ne se trouvait là, c'était juste pas possible. Donc du coup, je commence à dragouiller, et puis ça se passe plutôt bien. Mais au début, il n'y a pas trop de monde. Il y avait pas trop de monde dans la boîte, mais petit à petit, ça commence à se remplir. Donc je fais 2-3 abordages qui n'aboutissent pas. La soirée commence comme ça. Quand vous arrivez en soirée, je le dis tout le temps, mais je le répéterai jamais assez. Quand vous arrivez dans une boîte de nuit, vous devez agir dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes où vous arrivez dans un endroit, vous devez aborder des inconnus. Si vous ne le faites pas dans les 5 minutes, vous avez 95% de chances de ne rien faire de votre soirée. Et ça, c'est du vécu. Je l'ai vu également chez plein d'autres gens. C'est pour ça que dans les coaching nights qu'on propose chez Dragueur de Paris, c'est pour ça qu'on arrive à un endroit dans les 5 minutes, et je dirais même dans la minute qui suit l'entrée, en général, on aborde tout de suite des inconnus. Que ce soit des mecs ou des femmes, peu importe, mais dans les 5 minutes, vous devez parler à des gens, vous devez socialiser. Je dis pas que vous devez chercher à faire des kiss close, des one night stand tout de suite, mais vous devez commencer absolument par de la socialisation. Et si vous avez peur des femmes, commencez par le faire par des mecs, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc du coup, c'est ce que j'avais fait. Et au bout d'une heure, je repère ce set de 3, donc un groupe de 3 personnes. Un groupe de 3 grandes blondes, je vous jure. Quand je les ai vues, j'ai cru qu'elles étaient suédoises. Je voyais 3 grandes blondes, machin. Et tout ce que je voyais, c'est il y avait 2 jeunes et il y en avait une qui était un peu plus âgée que les autres. Mais ça allait. Du coup, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Et donc, comment aborder un groupe de 3 filles? Ce que je vous recommande comme approche, c'est j'appelle ça l'approche au culot. Vous allez dans le groupe, très sûr de vous, nonchalant, détaché, sans émotion, comme si c'était un truc que vous aviez fait toute votre vie tous les jours. Vous vous ramenez, vous ne dites pas un mot, vous rentrez dans le groupe, vous regardez votre cible, vous attrapez sa main, vous faites un très léger sourire, vous ne dites rien, pas un mot, pas de s'il vous plaît, pas de je vous la pique, pas de ah non mais on revient, pas d'excuses, pas de s'il vous plaît, pas de pardon, rien. Vous fermez votre bouche, vous ne dites rien, vous attrapez sa main et vous l'extrayez du groupe. Et c'est ce que j'ai fait. Et les 2 autres, elles se sont juste regardées. Ma cible, elle a souri en rigolant. Ça, c'est le petit gloussement d'une nana qui est un petit peu flattée qu'on vient de la draguer comme ça. Et je commence à danser avec elle comme ça.
Et donc je m'attendais à des résistances et finalement c'est passé tout seul. Donc je me suis dit bah vive la Saint-Valentin, c'est trop bien ça. Et du coup commence à danser, donc on est là debout. J'ai ma main gauche autour de sa taille et ma main droite dans sa main comme ça. Et ça je le dis toujours pour les gens et je sais qu'il y en a parce que ça je l'ai vu chez plein de gens. Les gens qui ont envie par exemple de faire des sessions en night mais qui ont peur, une excuse qui revient très souvent c'est je ne sais pas danser. Peut-être que vous avez déjà formulé cette excuse pour dire la night c'est pas pour moi parce que je ne sais pas danser. Et je vous assure, deux choses. Un, il n'y a pas besoin de savoir danser. Et deux, je danse extrêmement mal. Mon meilleur pote, ça fait 10 ans qu'il fait de la danse. À chaque fois qu'on va en boîte de nuit, il se fout de ma gueule de la façon dont je danse. Mais je vous rassure, ça ne m'a pas empêché de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de kiss close. Je les compte même plus. Comme ça, en 5 minutes sur la piste. Le seul conseil que je peux vous donner, enfin non, plutôt 2 conseils, c'est un, vous devez suivre le rythme de la musique, vous faites un balancé au niveau des hanches, c'est aussi simple que ça, vous écoutez juste les boum boum de la musique et vous vous laissez danser comme ça. Et ensuite, conseil numéro 2, mettez l'accent sur votre partie sexuelle. Ne bougez pas comme un clown, ne bougez pas comme un gamin, ne bougez pas comme un gay, ne bougez pas comme un mec asexué. Vous concentrez juste sur le fait que vous avez des envies, vous avez des hormones en vous, vous avez une bite, vous êtes excité, cette fille en face de vous vous excite, vous ressentez cette excitation. Et tout ça, vous allez le retranscrire dans votre danse. Et ça commence par la tête. Et c'est les 2 seules choses à savoir sur la danse. Le reste que vous savez pas exactement, les techniques, les machins, on s'en fout. Je n'ai jamais cherché à être un bon danseur. Plein de gens se sont foutus de ma gueule et pourtant ça ne m'a pas empêché d'y arriver. Je connais plein de gens qui sont dans la même catégorie aussi. Donc ne vous formalisez pas sur le fait de savoir danser ou pas. Et donc, en escaladant comme ça, parce qu'en fait, cette fille, je sais pas, il y avait une espèce de connexion, je la sentais vraiment connectée. Et avec la main, on se tenait comme ça, puis petit à petit, je lâche ma main droite qui était dans sa main, je commence à enrouler autour de la taille comme ça, mes 2 mains en faisant des petites caresses. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Gros signe d'intérêt, elle met ses 2 mains autour de mon cou. Et une fille qui vous fait ça, vous pouvez quasiment l'embrasser. Et donc j'ai attendu 2-3 minutes, j'ai continué à faire monter la sauce, comme ça, rapprocher un petit peu nos visages, continuer à suivre la musique. Je n'ai toujours pas dit un mot, je n'ai rien dit. Et au bout de 5 minutes, on s'embrasse, comme ça, sur la piste. On s'embrasse au bout de 5 minutes. Oh, et c'était délicieux. Elle embrassait super bien, c'était vraiment délicieux. Et c'était une très belle fille. Ah oui, je l'ai pas beaucoup décrite physiquement. Alors, à quoi elle ressemble, cette Alexia? Et je saurai après son prénom, puisqu'on n'a pas encore commencé à parler. C'est une blonde, elle est très grande, elle fait 1m82, puisque bon, ceux qui m'ont vu en coaching le savent, je suis très très grand, donc j'aime les nanas taille mannequin très très grandes, et elle faisait 1m82, donc c'était pile ce que je voulais. Elle ressemblait un peu à une surfeuse. Je vous jure, elle faisait surfeuse, elle avait un peu le look de la surfeuse. Voilà, c'est la meilleure image que je puisse vous donner, et puis après le reste, voilà, sein, taille normale, cul normal, voilà. Tout ce qu'il faut. C'était, là je lui mettais 8,5 sur 10, tranquille, sans aucun problème. Et après, on se roule quelques pelles, on s'embrasse, et puis à ce moment-là, je décide de lui parler. Et là, c'est un moment assez fun, parce que voilà, on vient de s'embrasser, et j'attends un peu, puis après, je lui fais salut, ça va? Comme ça. Et elle me fait ça va et toi? Comme ça. Donc on parle après s'être embrassé. Ça c'est vraiment ce que je kiffe dans la boîte de nuit. C'est le seul endroit au monde où vous pouvez faire ça. Les boîtes de nuit, les bars, c'est le seul endroit où vous pouvez embrasser des filles avant même de lui avoir parlé. C'est un excellent terrain d'entraînement pour ça. Le street, Tinder, machin, vous ne pourrez jamais faire ça. Et en night, en 5 minutes, vous pouvez rouler des pelles à des nanas. Si vous y allez et si vous justement vous faites pas comme tous ces mecs qui font les clowns en boîte de nuit, que vous appliquez les techniques que je vous recommande, que ce soit en coaching ou dans mes contenus, vous pouvez y arriver. Ça ne demande que de l'action et de la persévérance. Donc du coup on commence à parler et c'est à ce moment-là que j'apprends qu'en fait les 2 autres nanas donc de son cercle, l'autre qui avait à peu près son âge c'est sa cousine. Et l'autre, vous allez rire, c'est sa mère. Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est hôtesse chez Air France. Et c'est une belle blonde, un peu plus de 40 ans, très très bien conservée, très bien préservée, très jolie. Et en fait, cette fille-là, donc Alexia, sortait avec sa mère et sa cousine.
Et quel âge avait Alexa? Elle avait 18 ans. À l'époque, j'en avais 20-21, donc elle avait 18 ans, sa cousine aussi, et sa mère un peu plus de 40. Et ensuite, là, je vais accélérer cette partie parce que c'est moins intéressant. On est resté, grosso modo, 3 heures dans la boîte où on va alterner entre les moments où on discute, les moments où on s'embrasse, les moments où elle va fumer dehors, les moments où on se cherche, et comme on est grands tous les deux, c'était pas trop difficile, et c'était rigolo parce que je vous jure, quand on se cherchait, je regardais comme ça, je faisais un peu tour de contrôle, je tournais la tête, et puis à un moment, je voyais son joli petit minois un peu plus loin, et là, je vois qu'elle m'a vu, et je vois ces magnifiques yeux marrons qui me regardent en mode « Oh, viens me voir !» Et donc, on a passé 3 heures à alterner entre tout ça. Et certains vont me demander « Et Mike, t'as pas essayé de la baiser ?» Là, je vais vous répondre non. Et pour une raison toute simple, parce qu'à l'époque, j'étais débutant. À l'époque, je ne m'estimais pas capable de coucher avec une nana le soir même. Avec le recul, je pense quand même que ça aurait été un peu compliqué parce que sa mère est là. Mais si c'était à refaire, j'aurais quand même essayé. Mais à l'époque, je n'ai même pas eu l'idée de le faire parce qu'à l'époque, j'étais un débutant. Et comme j'étais débutant, je pensais qu'à l'époque, il fallait absolument faire en plusieurs étapes, alors que les nanas peuvent très bien coucher le soir même. Mais voilà, à l'époque, j'avais ces croyances limitantes et du coup, je ne suis pas allé plus loin que le baiser. Donc on s'est roulé des pelles pendant 3 heures. Et on part ensemble de la boîte vers les 4 ou 5 heures du matin, quelque chose comme ça. On est partis en même temps. En repartant, elle me file son numéro. Elle me fait un autre baiser devant sa mère et devant sa cousine. Et elle s'en va. Et c'est ainsi que se termine cette soirée que j'ai trouvée magique. Franchement, cette fille, elle était vraiment bien. Et mon game était bon sur le coup, j'étais content de moi, j'ai fait simple, c'est-à-dire tac sur la piste, embrasser sans dire un mot, et puis se montrer légèrement distant quand même, ne jamais trop se montrer acquis, surtout quand vous avez embrassé une fille, parce qu'il y a toujours des mecs, dès qu'ils embrassent une fille, ils deviennent collants. Ne devenez pas collant quand vous avez embrassé une fille, laissez-la venir vers vous, restez légèrement distant, restez in control, comme on dit en English, et ça se passera très très bien, c'est ce que je fais pendant ces 3 heures. Du coup, le désir montait crescendo non-stop. Et donc, cette première rencontre s'est terminée comme ça. C'était un samedi soir, je précise, je sais plus si je l'avais dit. Et je décide d'attendre lundi pour la recontacter. Et je pense qu'elle s'attendait à ce que je la recontacte avant, parce que c'est elle qui m'a relancé en premier. Énorme signe d'intérêt de la part du nana. Donc pendant tout le dimanche, j'ai beaucoup pensé à elle, mais je me suis quand même forcé à ne pas la recontacter. Et ça, c'est typique du débutant, parce que l'environnement dans lequel j'étais à l'époque, c'est que j'avais très 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 peu de nanas à disposition. Autrement dit, la moindre belle fille qui me témoignait de gros signes d'intérêt, je tombais dans le piège. Et à ce moment-là, j'étais déjà en train de faire un premier pas dans le caca, dans la situation de merde que je vais vous raconter au fur et à mesure de ce podcast. Parce que j'avais pas d'autres nanas à disposition. Toujours est-il que dimanche, j'avais qu'une envie, c'était de lui envoyer un message. Mais vraiment, j'avais envie de la revoir le plus vite possible. Je n'avais qu'envie que de ça. Mais je me suis quand même fait violence et j'ai dit non, j'attends 2 jours pour voir si elle me recontacte, et si elle ne me recontacte pas, c'est moi qui vais le faire. Et elle m'écrit dimanche soir où elle me dit joyeuse Saint-Valentin avec quelques heures de retard. Voilà ce qu'elle m'envoie. Parce qu'en fait, la Saint-Valentin cette année-là, c'était un dimanche. Et quand on s'était rencontrés, c'était un samedi soir. Donc on s'était rencontrés, autrement dit, c'était dimanche très tôt dans le matin. C'était à 1h, 2h du matin. Et elle m'a écrit dimanche soir, après minuit, du coup. Donc après quelques heures de retard, elle m'a envoyé ce message. Je pense qu'elle s'attendait, comme je l'ai dit, à ce que je lui écrive. Du coup, je sentais que j'avais la situation en main. Donc j'ai attendu le lundi après-midi avant de lui répondre. Je me suis un petit peu fait peur, mais je me suis dit, c'est le moment un petit peu de me montrer à moi-même que je suis capable d'être détaché. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne lui ai pas envoyé un message, je l'ai appelé directement. Alors ne le faites plus aujourd'hui, attention, ce que je faisais à l'époque ça se faisait, vous pouviez appeler quelqu'un directement, ça se faisait. Mais là aujourd'hui, appeler quelqu'un, c'est vu comme intrusif, c'est pas forcément apprécié tant que vous êtes au stade inconnu avec une personne, donc je ne vous recommande pas d'appeler comme ça sans prévenir une personne. C'est plus quelque chose qui se fait aujourd'hui. Mais à l'époque, ça se faisait encore, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai appelée directement. Et quand je l'ai appelée, elle était avec sa cousine, en plus, peut-être qu'elle débriefait par rapport à moi, je sais pas.
Et elle était un peu surprise déjà que je l'appelle, elle s'y attendait pas. Puis ensuite, je lui demande, je lui fais joyeux Saint-Valentin, machin, tu vas bien, etc. On fait quelques banalités d'usage. Et ensuite, je lui dis, écoute, es-tu disponible mardi soir ? Elle me fait, elle me dit un truc qui m'a fait très plaisir. Elle m'a dit, j'avais déjà prévu un truc, mais si tu veux, je décale et on se voit mardi soir. Voilà, la fille motivée par excellence. Et du coup, je dis, ok, mardi soir, rendez-vous 20h, centre-ville, à la rotonde, Et elle me dit, ok, et je lui dis, ok, à demain. Et je raccroche. Et ensuite, ça c'était lundi soir, ensuite il faut attendre les 24 heures avant le rendez-vous. Ces 24 heures-là étaient très longues. Et encore une fois, pourquoi le temps était long ? Parce qu'à l'époque, la grosse connerie, c'est que j'avais pas beaucoup de nanas autour de moi. Donc du coup, la moindre nana avec qui j'avais une touche devenait une obsession. Si vous avez un truc à retenir de cette histoire, c'est ceci, ayez toujours des nanas autour de vous à tout instant, parce que sinon, vous allez faire toutes les conneries que je vais vous révéler dans ce podcast, et notamment dans la deuxième partie. Vous allez vous rendre compte que j'ai fait des conneries, mais complètement absurdes, et que vous pouvez éviter si vous prenez la peine d'avoir constamment plusieurs nanas autour de vous. Donc les 24 heures c'est cool, et arrive donc le mardi soir. Je la retrouve à 20h, et voilà, elle est à l'heure, et puis je vais la voir, je l'embrasse. Et sur le coup, je profite d'un truc contextuel. J'avais besoin de m'acheter une ceinture, puisque la mienne, elle venait de lâcher, donc c'était un achat urgent, je pouvais pas attendre le jour suivant. Et je lui dis, faut que j'achète une ceinture, viens avec moi. Et elle me dit, ok. En idée de rendez-vous, si vous savez pas quoi faire, ça c'est un exemple qui marche très très bien. Quand vous savez pas quoi faire, imaginons que vous avez un truc à acheter, je sais pas, une chemise, un polo, j'en sais rien. Vous invitez votre date à venir avec vous. Et là, je peux vous dire que vous avez fait un date vraiment atypique. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon date avec elle. Donc, j'ai emmené dans des boutiques, H&M, Zara, compagnie, les trucs qu'il y avait dans la ville, pour chercher des ceintures. Et du coup, on a trouvé une au bout de 15-20 minutes. Et sur le trajet, on discute, on s'embrasse, on se roule des petites pelles derrière le rayon t-shirt, etc. Le rayon chemise, on voit, c'était cool. Je voyais dans son regard qu'elle était à fond, ça se voyait. Elle était vraiment, vraiment, vraiment à fond. Et moi aussi d'ailleurs, mais je le cachais. Je faisais en sorte que ça ne se voit pas, parce que chez un mec, quand vous êtes à fond trop rapidement, si ça se voit, vous êtes foutu. J'avais quand même cette présence d'esprit de faire attention à ne pas montrer que j'étais à fond. Et au début, ça m'a sauvé la vie, mais vraiment. Donc on fait ces achats de ceinture, et ensuite, je lui dis, viens, on va boire un verre. Et on fait classique, on va dans un bar. Donc dans ce bar, on boit pendant un peu moins d'une heure, quelque chose comme ça. Me demandez pas de quoi on a parlé, je ne m'en rappelle plus. On a dû parler de tout, de rien, de la soirée, machin. On se donnait un peu la main aussi, on s'embrassait, machin. Voilà, ça dure à peu près une heure, rien de bien transcendant. Et ensuite, je me suis dit, je vais essayer de la ramener chez moi. Et je vais faire le truc de crapuleux, on va aller direction chez moi, mais je ne vais pas lui dire, je vais lui dire au dernier moment. Et donc je lui dis, après le verre, je lui fais, donc ça c'est une technique que vous pouvez recopier, qui fonctionne très très bien. Je lui dis, écoute, viens, on marche un peu. Elle me dit ok, puis du coup on commence à marcher. Et en fait on marche, vous l'avez deviné, on marche direction chez moi. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas encore, en tout cas. Donc on marche, il y a à peine 5 minutes de marche. Ce qui est bien sur Aix-en-Provence, c'est qu'il y a tout à 5 à 10 minutes à pied. Donc du coup, entre le bar et chez moi, il n'y avait que 5 minutes de marche. Et donc on commence à marcher, normal. On se donne la main. D'ailleurs, on marche comme un couple, on se donne la main. Toujours est-il que là où j'habitais, c'était dans une ruelle un peu sombre, un peu bizarre. Et donc en fait, à un moment, on pénètre dans cette ruelle, on sort des grandes rues, on pénètre dans cette ruelle sombre. Et là, elle s'arrête comme ça, elle me regarde, elle me fait mais où tu m'emmènes ? Comme ça. Elle me coupe, elle me fait mais t'es en train de m'emmener où là ? Et puis là, je lui fais une petite blague pour la désarçonner, toujours répondre avec humour dans ce genre de situation, au début en tout cas. Vous répondez avec humour, là je la regarde comme ça, je lui fais en fait c'est un traquenard, allez, donne-moi ton portefeuille. Et je dis ça en rigolant, elle me fait ah non, c'est pas vrai, machin et tout. Et je la réembrasse. Et puis juste après, je lui dis la vérité, je lui dis écoute, j'habite à 10 mètres ici, je t'invite chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et là, elle objecte un petit peu, elle commence à faire ah ouais, mais je te connais pas, je sais pas si c'est une bonne idée, etc. Puis là, je ressors mon lot d'excuses, je dis écoute, j'habite juste ici, tu repars quand tu veux, t'es pas prisonnière, je vais pas t'attacher, y a pas de piège, t'inquiète pas quoi. Et elle me regarde un peu, et puis elle me dit bon ok.
Et c'est ainsi que je réussis à la ramener chez moi. Donc on la ramène chez moi, elle découvre ma piole, qui est le premier appart que j'avais de ma vie, puisque j'ai eu mon premier appart à 18 ans. Donc là, à mes 20 ans, j'avais toujours le même. Et ça faisait 6 mois, 1 an que j'étais dans une phase où je commençais tout doucement à ramener des filles chez moi. Et à l'époque, j'étais très bordélique d'ailleurs, donc du coup, quand à chaque fois j'invitais une nana chez moi, j'avais toujours une réaction un peu bizarre où il fallait que je justifie le bordel de chez moi, comme quoi je suis un mec, etc. Donc du coup, avec elle, ça a pas manqué, il a fait que j'explique que je suis un mec bordélique. Ensuite, elle se met à ses aises, et puis je commence à mettre de la musique, etc. Et à l'époque, j'ai même pas eu l'idée de sortir le vin. Je lui fais s'asseoir sur mon lit, donc elle s'assoit sur mon lit, après avoir retiré son manteau. Et j'arrive à côté, je m'assieds au bord du lit, et comme je bande, mais comme un taureau, et ben là, je commence à l'embrasser, mais d'une façon fougueuse, mais vraiment fougueuse. Là, je commence à bien l'embrasser comme il faut. Et c'est à ce moment-là que ça commence à déraper, dans le sens propre, comme dans le sens figuré. Dans le sens propre, parce que, évidemment, la partie sexe démarre à ce moment-là. Et dans le sens figuré, parce que c'est juste après cet épisode de sexe que je vais commencer à faire de la merde et à subir une descente progressive aux enfers qui m'amènera tout simplement à vivre la deuxième obsession amoureuse de ma vie, qui aura fait que pendant 2 mois, j'aurais déprimé. Pendant 2 mois, j'aurais été absolument incapable de draguer une fille. Je ne plaisante pas, c'est vrai, pendant 2 mois, j'étais off, j'étais ratatiné. Cette fille m'a démoli pendant 2 mois. Et je vous propose, comme à mon habitude, de détailler tout ça dans la deuxième partie du podcast. Donc on va rentrer là dans la partie Q, et ensuite je vous raconterai, après toute cette ascension progressive que vous avez ressentie durant la première partie du podcast, maintenant dans la deuxième partie je vais vous raconter dans l'autre sens la terrible descente aux enfers. Sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la partie 2. Les abonnés y ont déjà accès, et si vous n'êtes pas abonné, vous avez le lien en description du podcast. Et une fois que vous êtes abonné, vous pouvez immédiatement écouter tout de suite la deuxième partie du podcast et bénéficier de ce retour d'expérience à votre profit pour ne pas faire les mêmes conneries que j'aurais pu faire. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la partie 2 et à très bientôt dans un prochain podcast.